Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge directement dans le vif du sujet et on s'attaque à l'un des concepts les plus insaisissables, mais aussi les plus intimes de la philosophie, l'être humain lui-même. Exactement. Et on s'entend qu'on va pas y aller avec une petite grille de lecture classique et réconfortante. Pas du tout. On va utiliser la lentille radicale, presque chirurgicale, de Friedrich Nietzsche, spécifiquement à travers un texte qui frappe fort, Le Gai Savoir. Dans cette œuvre-là, on trouve pas de la philosophie de salon poli. C'est carrément une véritable autopsie de la condition humaine. C'est tellement le mot juste, une autopsie. Il prend des siècles de certitudes confortables, des idées bien arrêtées sur ce qu'on est et il déconstruit le tout pour révéler une vérité beaucoup plus brute, beaucoup plus biologique. Préparez-vous parce que notre image de nous-mêmes est sur le point d'être complètement bouleversée. Au menu aujourd'hui, on va analyser la nature fondamentale de l'humain, son libre arbitre ou plutôt la grosse illusion de son libre arbitre et la façon dont nos instincts les plus primaires façonnent littéralement notre monde social. Alors, on commence fort avec cette citation « L'inconscient déguisement des besoins physiologiques ». Écoute, ça, c'est une véritable bombe qui est lâchée sur toute l'histoire de la pensée occidentale. C'est un changement de paradigme monumental, ni plus ni moins. Pensons-y 2 secondes. Pendant des millénaires, la philosophie, la religion, elles ont toutes prétendu rechercher la vérité pure, objective, une vérité totalement détachée de la matière, de la chair, du corps. On croyait dur comme fer que notre esprit, notre belle rationalité, planait au-dessus de tout ça, intouchable. Mais ce texte-là nous dit exactement l'inverse. Toute notre quête métaphysique, nos plus hautes aspirations morales, nos grands systèmes de valeurs, ce ne serait en réalité qu'un déguisement ultra sophistiqué de ce qui se passe dans nos organes. L'esprit n'est plus le roi incontesté sur son trône, il devient un simple symptôme du corps. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que quand un philosophe s'assit et construit un système hyper complexe sur le bien absolu et le mal absolu, au fond, il est peut-être juste en train de rationaliser un état de fatigue chronique ou même une mauvaise digestion. Et le pire, c'est qu'il le fait sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, l'auteur pousse le concept encore plus loin en parlant d'un véritable malentendu du corps. En gros, la philosophie, depuis ses débuts, n'a peut-être été qu'une gigantesque interprétation biaisée de notre propre biologie. Pour bien visualiser ça, imaginons quelqu'un qui a un système nerveux complètement épuisé, quelqu'un qui manque de vitalité à un niveau purement cellulaire. Au lieu de simplement se dire « Ouf, je manque d'énergie aujourd'hui, je suis fatigué », cette personne va s'inventer toute une philosophie pessimiste. Elle va commencer à clamer des trucs du genre « La vie terrestre est une vallée de larmes, tout est souffrance, il faut chercher le salut dans un autre monde ». C'est fascinant et un peu déstabilisant, non? Nos pensées les plus sublimes, nos poèmes les plus profonds ne seraient donc pas du tout le fruit d'une raison pure et immatérielle, elles seraient littéralement la traduction intellectuelle d'une digestion difficile, d'une fatigue accumulée ou au contraire d'une vitalité et d'une force débordante. L'illusion d'une raison désincarnée qui flotterait dans les airs vole complètement en éclats. On est vraiment plongé dans une anthropologie strictement matérielle ici. Le corps n'est pas un véhicule accessoire, c'est le point de départ absolu de toute production humaine, même celle qui a l'air la plus spirituelle. Ce qui nous amène officiellement à notre premier axe, le statut ontologique, c'est-à-dire la primauté absolue du corps. C'est vraiment ici que se perd le grand renversement. On détruit le vieux dualisme classique qui séparait bien gentiment l'âme pure d'un côté et le corps matériel un peu sale de l'autre. D'un côté de l'image, on a le penseur classique qui cherche une grande vérité universelle, mais de l'autre côté, l'auteur nous présente une figure super innovante, le médecin-philosophe. J'adore ce concept. Ce fameux médecin-philosophe, lui, il ne cherche pas la vérité avec un grand V. C'est pas son but. Il évalue les idées philosophiques ou morales exactement comme un vrai médecin évalue des symptômes cliniques. Face à une théorie, il ne se demande pas est-ce que c'est objectivement vrai ou faux, il se demande plutôt est-ce que cette idée est le signe d'une santé florissante ou est-ce qu'elle révèle un épuisement de la vie. C'est une démarche d'évaluation purement diagnostique. Si la pensée est juste une fonction de nos organes, alors une idée peut littéralement être jugée saine ou malade. C'est quand même capoté de se dire que toute l'histoire des grandes idées humaines pourrait être réécrite, pas comme une longue quête vers la vérité de l'univers, mais carrément comme une histoire de la santé publique de l'esprit humain. Et c'est exactement cette hypothèse hyper audacieuse qui est soulevée par le texte. L'histoire de la philosophie pourrait bien avoir été dominée par ce qu'il appelle des penseurs malades, des esprits qui passent leur temps à formuler des idéaux pour fuir le monde réel, tout simplement parce que leur propre corps souffre et ne supporte pas la réalité physique. Par exemple, quand on lit certains auteurs historiques qui prônent l'ascétisme, la privation ou le rejet des plaisirs terrestres, le médecin-philosophe, lui, il lit ça et il y voit le symptôme évident d'une vie qui décline. Une biologie qui cherche désespérément un remède psychologique pour excuser et supporter sa propre faiblesse. La conclusion de ça, elle est directe, l'humain n'est en aucun cas un esprit divin ou magique piégé par erreur dans une machine de chair. Il est fondamentalement et avant tout une entité biologique animale qui passe son temps à chercher à s'adapter à ses propres fluctuations d'énergie interne. Mais là, attends un peu, faisons une pause.
Si nos théories métaphysiques, notre morale intime et toutes nos grandes décisions de vie sont en fait dictées par nos organes intestinaux ou l'état de notre système nerveux, qu'est-ce qui arrive avec notre libre arbitre? Ah, c'est là qu'on frappe le vertige existentiel de cette théorie. On se considère depuis toujours, avec beaucoup d'orgueil, comme des sujets conscients, souverains, maîtres de nos décisions. Mais si cette conscience glorieuse n'est finalement que l'écume visible à la surface d'un immense océan d'instincts biologiques invisibles, ça remet absolument tout en question. Exact. On est forcé de redéfinir totalement ce que signifie le mot conscient. Sommes-nous vraiment les capitaines de notre propre navire ou sommes-nous juste des passagers qui s'inventent la belle illusion de tenir la barre pour ne pas paniquer? On passe donc logiquement à notre deuxième axe, la subjectivité et la volonté, à travers la figure fascinante du somnambule. Pour bien explorer cette nouvelle forme de subjectivité, il faut absolument s'arrêter sur un concept génial développé dans le texte, l'être humain vu comme un animal fantasque. Contrairement aux autres espèces, l'humain est une créature qui ne peut tout simplement pas exister par un pur instinct de survie brute et muet. Pour faire une analogie super simple, un loup dans la forêt chasse par pur instinct. Il a faim, il chasse, point. Il ne se pose aucune question métaphysique sur le sens profond de la traque du caribou. L'humain, lui, a ce besoin viscéral de s'inventer un mythe, une religion, une carrière ou un grand idéal politique pour trouver la motivation, la force de se lever le matin et d'agir. L'humain, c'est l'animal qui se raconte des histoires en permanence. Et le point clé, c'est que ce but-là, qu'il soit tragique, héroïque ou complètement comique, n'a aucune réalité objective dans l'univers. Il est fabriqué de toutes pièces par notre cerveau, c'est un besoin vital de sens. Sans ces illusions grandioses, notre espèce sombrerait instantanément dans le désespoir le plus total et finirait par dépérir. On a besoin de fiction pour fonctionner. Le texte le souligne très clairement, il faut impérativement que de temps en temps, l'être humain s'imagine savoir pourquoi il existe. Et ça, c'est majeur comme implication. Ça veut dire que ce qu'on appelle si fièrement notre rationalité, cette fameuse raison qui nous distinguerait des bêtes, ce n'est pas du tout un outil noble fait pour découvrir les grands secrets de l'univers. C'est littéralement l'outil d'un instinct de survie qui avance masqué. Absolument. L'espèce humaine ne peut pas prospérer sans renouveler périodiquement cette confiance aveugle dans la vie. La raison humaine est donc complètement dominée, asservie par ce besoin instinctif de conservation. Toute notre subjectivité, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est un immense simulacre créé par notre biologie pour nous empêcher de baisser les bras et d'abandonner la partie. Ce qui nous amène tout droit au concept très poétique de la conscience de l'apparence. Mettons-nous aux situations. Imaginons qu'on réalise soudainement, d'un coup, que tout ce qui donne un sens à notre monde, nos valeurs, notre morale, nos buts de vie cosmiques, n'est en fait qu'un rêve monté de toutes pièces par l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait avec cette lucidité terrifiante? C'est la grande question. Le piège évident, ce serait de vouloir tout détruire, de s'effondrer ou de sombrer dans un nihilisme noir du genre « à quoi bon, rien n'a de sens ». Mais la réponse proposée par Nietzsche ici, c'est la métaphore du somnambule. Il dit qu'il faut réaliser qu'on est en train de rêver, d'accord? Mais il faut choisir volontairement de continuer à rêver. Pourquoi? Parce que se réveiller complètement, refuser toute illusion protectrice, ça signifierait l'arrêt total de l'action, la paralysie et, au final, la mort. Donc, on reconfigure l'idée de conscience. La conscience humaine est encadrée ici non pas comme un éveil à la vérité suprême, mais comme un mécanisme de survie pur et dur. C'est une illusion, certes, mais une illusion absolument vitale et nécessaire. L'aphorisme 54 formule cette idée-là avec une poésie incroyable. L'auteur raconte comment il s'éveille soudainement au milieu de ce grand rêve séculaire de l'humanité, mais il prend soin de préciser « seulement pour avoir conscience que je rêvais tout à l'heure » et qu'il faut que je continue à rêver pour ne pas périr, tout comme le somnambule continue à rêver pour ne pas s'affaisser. C'est tellement profond! L'apparence, l'illusion qu'on se crée, ce n'est plus vu comme un défaut honteux qu'il faudrait absolument corriger par la science ou la rationalité pure. C'est devenu l'essence même de la vie humaine. On survit uniquement parce qu'on marche en équilibre dans notre propre illusion. On en devient conscient, oui, mais on choisit d'agir en tant qu'acteur complice de notre propre magie vitale. Ce qui nous fait glisser vers notre troisième axe, la dimension sociale, la dynamique du troupeau contre l'individu d'exception. Alors, si on est tous des somnambules biologiques, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser en société? L'analyse sépare radicalement les humains en deux dynamiques opposées. D'un côté, les hommes de troupeau et de l'autre, les hommes en soi-même, ce qu'on va appeler les individus d'exception. La dynamique est super claire. D'un côté, la logique du troupeau recherche avant tout la sécurité absolue, le confort et la préservation de soi face à un avenir qui est toujours perçu comme angoissant et menaçant. Pour se rassurer, ils s'en remettent à des moralités extérieures toutes faites. De l'autre côté, on a les exceptions. Eux, ils embrassent pleinement les certitudes radicales de la vie. Ils vivent selon leur propre pulsion souveraine et ils sont complètement orientés vers l'action dans le moment présent. C'est vraiment une tension anthropologique permanente au cœur de l'humanité. C'est le combat entre le désir profond, presque lâche, de confort sécuritaire et le danger assumé de la véritable souveraineté individuelle. Le texte mentionne d'ailleurs un point super intéressant. Les hommes de troupeau adorent s'attacher aux hommes de puissance. Pourquoi? Parce qu'ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas compter sur leur propre force intérieure pour affronter l'avenir. Exact.
C'est le besoin viscéral de se fondre dans la masse, de déléguer son angoisse à quelqu'un d'autre pour ne pas avoir à porter seul le fardeau écrasant de sa propre existence. À l'inverse de ça, ces natures qu'il qualifie de nobles, les exceptions, vivent pour l'instant présent. Ils refusent de se laisser corrompre ou endormir par les garanties sécurisantes d'un paradis plus tard ou d'une retraite dorée. En lisant ça, on comprend tellement mieux comment nos structures sociales et nos hiérarchies politiques se forment. Elles ne reposent pas sur un contre social super rationnel, mais sur ce besoin instinctif et grégaire qu'a la majorité de confier son angoisse face à l'inconnu à une autorité. Et le plus fou, c'est que cette dynamique s'infiltre jusque dans nos valeurs morales les plus sacrées. Le texte explique très bien que lorsque le soi-disant mauvais instinct, c'est-à-dire le danger que représente l'individu d'exception, est éliminé par la société, on décide de placer le royaume du bien exclusivement dans ce qui procure la sécurité. Autrement dit, ce qu'on valorise aujourd'hui comme étant la vertu collective, la fameuse bienveillance sociale, ce n'est bien souvent que la voix peureuse de l'instinct grégaire qui parle à travers nous. L'instinct de troupeau se cache derrière nos grands idéaux moraux, simplement pour prioriser la cohésion et la sécurité du groupe avant toute forme de quête de vérité qui pourrait être dangereuse ou déstabilisante. On valorise la docilité, l'obéissance, la sécurité absolue, et on met une belle étiquette brillante par-dessus en appelant ça le bien. Puis c'est une déconstruction sociale assez impitoyable de nos bonnes intentions, on va se dire. Prenons l'exemple parfait pour illustrer ça, l'altruisme. Traditionnellement, c'est perçu par tout le monde comme le sommet absolu de la bonté humaine désintéressée, l'acte pur par excellence. Mais ici, avec cette lentille nietzschienne, la définition devient purement, froidement physiologique. Oui, l'analyse ramène brutalement l'altruisme à une dynamique de pouvoir instinctuel. Ce n'est pas de la gentillesse tombée du ciel. C'est soit un organisme qui déborde tellement de force vitale qu'il englobe et aide les autres par pur excès d'énergie à dépenser, soit, à l'inverse, c'est un organisme faible qui cherche stratégiquement à s'assimiler, à s'accrocher à un être plus fort pour garantir sa propre survie. Dans les deux cas, on est loin du conte de fées. Ce n'est pas un acte moral pur, angélique et désincarné. C'est littéralement l'instinct d'assimilation biologique qui est à l'œuvre. Le grand voile moral est arraché pour révéler la tuyauterie en dessous. Une simple mécanique des fluides, de distribution d'énergie et de besoins corporels. C'est choquant pour notre ego, mais c'est redoutablement logique. D'ailleurs, l'aphorisme 119, qui est ironiquement intitulé « Pas d'altruisme », enfonce vraiment le clou là-dessus. Des concepts comme la pitié ou l'empathie perdent totalement leur piédestal intouchable. Ils sont déshabillés et ramenés à des concepts relatifs d'énergie physique. Pensez-y, émotion agréable qu'on ressent tous quand on aide quelqu'un en difficulté, ce serait en fait secrètement le plaisir viscéral de voir notre propre instinct d'assimilation, notre propre pouvoir fonctionner et s'étendre sur l'autre. Qu'on soit fort ou faible, on ne fait jamais que répondre à la dynamique vitale de notre propre constitution organique. Les catégories morales classiques du bien et du mal n'existent tout simplement plus dans cette grille de lecture-là. Tout, absolument tout, redevient une stricte question de biologie, de physiologie et de pulsion vitale. On arrive donc à notre quatrième et dernière partie, la synthèse et la conclusion sur cette fameuse essence de l'humain. Si on fait le bilan de cette autopsie philosophique fascinante, on se retrouve avec 3 grands constats. Premièrement, sur le plan ontologique, il faut accepter que notre statut est avant tout celui d'un organisme biologique complexe. Nos pensées les plus sublimes et nos plus grands idéaux sont les échos directs de nos entrailles et de notre santé physique, et non pas les murmures d'un esprit pur. Deuxièmement, au niveau de notre subjectivité, on s'est retrouvé face à ce fameux somnambule, cet animal fantasque. Notre conscience prétendument libre n'est finalement qu'un ingénieux mécanisme de survie qui invente sans cesse des illusions grandioses et des mythes pour justifier notre propre existence et nous garder en vie. Et enfin, la 3e dimension, la dimension sociale. Notre monde n'est pas bâti sur la raison, il est le théâtre d'une tension constante, presque animale, entre l'instinct de sécurité du troupeau qui forge une morale de survie collective rassurante et la volonté de souveraineté assumée par quelques exceptions, prête à affronter l'inconnu sans filet de sécurité. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale assez vertigineuse en s'entend. Si on admet, suite à tout ça, que notre conscience n'est qu'une lanterne magique qui projette des illusions vitales pour nous rassurer, est-ce qu'on peut espérer se réveiller pour de vrai un jour de ce cauchemar grégaire et purement biologique? Ou peut-être que c'est justement ça la vraie sagesse. Ce fameux gai savoir, ce savoir joyeux, il consisterait peut-être à accepter pleinement l'illusion, à arrêter de chercher frénétiquement une vérité absolue et réconfortante hors du monde matériel, et à apprendre enfin à danser consciemment avec nos propres fictions. Est-ce qu'on est capable de devenir les créateurs joyeux de notre propre rêve vital? C'est une question qui remue et qui change totalement la façon dont on peut envisager notre existence au quotidien. On passe de spectateur d'une vérité à créateur de notre propre sens. Absolument. C'est un renversement total. Écoutez, merci infiniment de nous avoir accompagnés dans cette plongée philosophique intense et on vous invite vraiment à garder cette grande question-là bien en tête pour la suite. À très bientôt pour une prochaine analyse.